Vous êtes avec Léa et Léa dans Alimentation sans filtre. Bon, du coup, bienvenue tout le monde dans le 8e épisode d'Alimentation sans filtre, donc le podcast où on parle de sujets importants et tabous en lien avec l'alimentation. Aujourd'hui, on va parler du syndrome des ovaires polykystiques. Donc, c'est une pathologie endocrinienne qui est chronique et évolutive et qui touche une femme sur 7 dans le monde. Ça fait à peu près 2,5 millions de femmes en France. Donc, c'est pas mal. C'est une endocrinopathie donc, qui est très fréquente chez les femmes en âge de procréer. Et c'est la première cause d'infertilité, dite primaire, du coup, donc pour la première grossesse. Alors, aujourd'hui, du coup, on a donc Emeline Héluin, donc, qui est la vice-présidente de SOPK Europe et qui va justement nous parler de son expérience personnelle. J'ai également donc ma gynécologue donc spécialisée et j'ai toujours ma binôme, bien sûr, Léa, qui est là pour m'accompagner, donc diététicienne, nutritionniste également. Peut-être Emeline, donc pour commencer, on va te laisser te présenter. Bonsoir, merci beaucoup pour votre invitation. Me présenter, je m'appelle Emeline, je vais avoir 37 ans cette année. J'ai été diagnostiquée du syndrome des ovaires polykystiques à l'âge de 17 ans. J'ai été diagnostiquée rapidement, je pense que on va en parler, ça fait pas partie de l'expérience. Il y a beaucoup d'errances médicales sur le SOPK, mais j'ai eu beaucoup de chance, ça a pas été mon cas. Et je vice-préside SOPK Europe bénévolement depuis 4 ans. Je pense que j'ai voulu me rendre mon diagnostic précoce utile, justement, comme avec le temps, j'ai appris à vivre avec. Et puis, je pense que j'avais envie que les générations futures n'aient pas la même expérience de diagnostic que moi, qu'elles aient accès à de l'information vérifiée, qu'elles aient accès à des ressources, des réponses aussi. Et c'est ce qui me motive dans cet engagement associatif, en tout cas. Ok, merci. Ma, pareil, on va te laisser te présenter un petit peu. Bonsoir à toutes. Du coup, je m'appelle Maha Hed, je suis docteure en gynécologie obstétrique spécialisée en infertilité. Et le SOPK me touche particulièrement car je trouve que c'est une maladie qui est assez méconnue, pourtant en régulière augmentation en termes de prévalence et qui nécessite vraiment une compréhension adéquate pour pouvoir au mieux prendre en charge les patientes de façon individualisée et performante. Merci Maha. Donc dans notre épisode, on va essayer de voir un petit peu ensemble les solutions qu'on peut apporter pour mieux vivre avec le SOPK, notamment au travers de l'alimentation, du sport, des avancées médicales et puis aussi de la phytothérapie. Alors, si on commence un petit peu à parler du SOPK, est-ce qu'on peut le définir ? Alors le SOPK déjà c'est l'endocrinopathie, comme Léa a dit, la plus fréquente. Elle touche une femme sur 7, ce qui est absolument énorme, et c'est la première cause d'infertilité primaire. Et chez nous, donc moi je suis par exemple gynécologue spécialisée en infertilité et qui est fréquemment des patientes atteintes de SOPK, on en a de plus en plus qui sont diagnostiquées parce que déjà elles sont mieux dépistées. Et par ailleurs, le dérèglement hormonal est de plus en plus prépondérant aujourd'hui en 2025. Et on a donc des manières scientifiques pour diagnostiquer le SOPK, mais on a aussi toute une multitude d'indices cliniques. Donc pour parler purement diagnostic, on a des critères qui sont en place depuis 2003, les critères de Rotterdam. Donc il en faut 2 parmi 3 principaux. Est-ce que tu peux nous les donner, les critères ? Tout à fait. Donc le premier critère qui est à la fois clinique et biologique, c'est l'hyperandrogénie. Donc c'est-à-dire une accumulation d'androgènes qui peut se dépister au niveau de la prise de sang par un taux de testostérone élevé notamment, et par des signes cliniques comme l'acné qui perdure même à l'âge adulte, et également l'hirsutisme, donc l'excès de pilosité. D'accord. Ça, c'est le premier symptôme. Le second, qui est le plus fréquent, à mon sens, c'est le phénotype qui est vraiment majoritaire, c'est les troubles du cycle menstruel et de l'ovulation qui donc conduisent parfois et pas toujours à l'infertilité. Et enfin, le troisième critère, c'est un critère purement échographique qui a changé donc, au fil des années. Au départ, on disait 10 follicules par ovaire, puis maintenant, on s'est arrêté à 20 follicules par ovaire ou un volume à plus de 10 ml. Donc voilà, les critères sont assez clair. Il en faut 2 parmi ces 3-là. Sauf quand on a moins de 18 ans. Là, c'est les nouvelles recommandations de l'ECHRI en 2023. Il faut les 3. D'accord. Moins de 18 ans, c'est un peu plus difficile. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi il est aussi fréquent,
ce syndrome? Donc, comme je disais, déjà, il est vraiment diagnostiqué de façon plus performante. Déjà, on a des échographes bien plus performants qu'en 2003, au moment où les critères de Rotterdam ont été établis. Par ailleurs, les patientes, elles sont plus averties, je pense, grâce aux médias, grâce aux podcasts, grâce à beaucoup de choses, en fait. Donc, les patientes, quand elles ont certains signes cliniques assez évocateurs, elles peuvent plus vite être amenées à consulter et éviter l'errance médicale. Et souvent, les personnes parlent de kyste. Pourquoi on parle de kyste concrètement? Alors, kyste, c'est vraiment un abus de langage. Okay. C'est clairement pas des kystes dans le syndrome des ovaires polykystiques, c'est plutôt des follicules qui sont bloqués à un stade précoce du développement folliculaire, donc de la folliculogénèse. Et en fait, ce blocage en phase précoce ne permet pas la détermination d'un follicule dominant de 2 graphes et une ovulation par ailleurs, et donc fait une sorte de compétitivité entre les follicules en trop qui empêche en fait cette ovulation qui est cause d'infertilité et qui surtout provoque un taux anormalement élevé d'œstrogènes et d'autres hormones que je détaillerai après. Ça marche. Alors, on a compris qu'il existait différents types d'SOPK, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors nous, scientifiquement, il y a 3 phénotypes qui sont vraiment définis. Et en fait, c'est selon les 3 critères que j'ai évoqués de Rotterdam, lequel est prépondérant permet de nous définir ce phénotype. Donc, par exemple, la plupart des patientes consultent pour des troubles du cycle menstruel. Ça, c'est le premier phénotype avec les troubles ovulatoires et l'infertilité qui en découle. Il y a également les problèmes d'acné assez importants qui sont résistants aux traitements classiques dermatologiques. Donc ça, c'est le 2e phénotype, tout ce qui est hirsutisme, acné. Et enfin, il y a le 3e phénotype qui est plus atténué, qui est surtout axé métabolique. Et dans ce cas-là, ça se manifeste par une résistance à l'insuline avec un diabète de type 2 dans 50% des cas, des patientes qui peuvent avoir malheureusement des prises de poids incontrôlées. Bon, ces 3 phénotypes sont vraiment, là, c'est les grandes lignes, mais ils sont souvent intriqués. On n'a pas un seul phénotype. Là, tout ce que je dis, on peut les avoir à des degrés vraiment plus faibles d'une patiente à l'autre. Et c'est quoi les traitements que tu proposes, du coup, en consultation ? Du coup, tout dépend du phénotype prépondérant. Donc, typiquement, par exemple, les patientes qui souffrent majoritairement d'acné ou d'hirsutisme ou de troubles menstruels, dans ce cas-là, on leur propose en première intention une pilule contraceptive afin de réguler leur cycle quand elles ont des troubles du cycle menstruel. Pareil, il y a plusieurs pilules contraceptives qui peuvent avoir également un effet sur l'acné, donc ça nous permet de résoudre 2 problèmes en un. Et puis, par exemple, quand on a des patientes qui ont des problèmes de fertilité, là, on a tout un panel de possibilités à leur proposer qui ne marchent pas toujours. Donc, on a plusieurs lignes de traitement. En première intention, maintenant, c'est le létrozole qu'on recommande pour induire l'ovulation. Avant, c'était le clomid, le citrate de clominophène, mais maintenant, c'est en franc recul. Il y a plusieurs problèmes à ce niveau-là. En deuxième intention, on peut proposer des stimulations à base de gonadotrophine qu'on utilise dans les fécondations in vitro. Des stimulations initialement simples, puis après, tout le protocole de fécondation in vitro qui est déjà tout de suite un peu plus lourd. Donc voilà, tout dépend du phénotype. Pareil, les patientes qui ont une insulinorésistance, qui ont un profil métabolique assez particulier, avec un acosmosis nigricans, avec une prise de poids incontrôlée, là, on peut leur proposer des régimes diététiques. Bon, nous, on n'est pas experts dans le domaine, donc on vous les adresse. C'est là qu'on arrive. On peut également introduire de la metformine dans certains cas. Ok. Et du coup, toi, Emeline, comment ça s'est passé ton diagnostic ? T'avais quel âge ? Alors, les symptômes ont commencé, j'avais une quinzaine d'années, mais le diagnostic, c'était 16 ans et demi, 17 ans. Il y a eu effectivement la prise de poids incontrôlable. Voilà, l'adolescence, en plus, c'est bien parce qu'on est bien dans sa peau, en plus, en général, à cette époque-là. C'était dur. Déjà, c'est ce qui m'a interpellée. La première, c'est que j'avais pas vraiment un cycle qui se mettait en route. Donc ça, en général, quand on est jeune femme, le repère, c'est à quel âge ma maman a eu ses règles, ou voilà, si on a une sœur, ma grande sœur, etc. Donc moi, les années sont passées et ça s'est pas vraiment mis en route. J'avais du spotting, mais j'ai pas vraiment un cycle qui s'est installé et puis ça s'est arrêté en fait. Voilà, ça juste du spotting et ça a disparu. Donc
j'étais inquiète, mais sans plus. À l'époque, je faisais de la gymnastique et de la GRS, donc finalement, ça m'arrangeait bien. Mais il y a eu après la prise de poids, donc bon, je suis pas très grande, hein, là ça se voit pas, je suis assise, mais je fais 1m63, donc il y a eu prise de poids d'une quinzaine de kilos quand même en quelques mois, une pilosité. J'avais toujours une pilosité assez présente sur les avant-bras, les mollets. Alors c'est ça aussi, c'est important de préciser quand on parle d'hyperpilosité chez les patientes, c'est pas les poils qu'on a sur les avant-bras ou les mollets ou qu'on s'épile les jambes en été, hein, c'est pas ça. C'est vraiment sur des zones dites masculines. Donc c'est ici sur l'arrière des épaules, ici sur le visage, enfin sur le dos, sur le ventre. Enfin voilà, c'est un peu des zones un peu inhabituelles et où ça peut vraiment être difficile à vivre. Donc il y a eu cette pilosité qui a été de plus en plus prononcée. L'acné, mais finalement, bon, à l'adolescence, c'est assez courant. Il y a eu des épisodes de perte de cheveux aussi, fatigue inexpliquée aussi. Donc tout ça, forcément, j'ai arrêté la gymnastique, la GRS, la danse, etc. Et puis, ma maman a été interpellée sur le sujet. Donc elle comprenait qu'il y avait un souci, parce que vraiment j'avais l'impression que je prenais du poids et que je n'arrivais pas à m'arrêter, quoi. C'était vraiment une période difficile quand même. Et donc elle m'a conduit chez le médecin généraliste qui m'a prescrit, je sais que vous allez aimer, le polycopier, le polycopier du régime alimentaire, du rééquilibrage alimentaire, qui ne se fait absolument plus aujourd'hui, heureusement pour nous. Ensuite, elle m'a emmené voir un médecin nutritionniste. Donc là, à l'époque, heureusement que vous êtes là et que les temps ont changé, hein, parce qu'il a quand même sous-entendu que je dévalisais les placards en cachette. Oh mon Dieu. D'accord. Ouais. Oui, non, mais heureusement que les temps changent, vraiment, heureusement. C'est plus du tout comme ça aujourd'hui. Je pense que c'est vrai que pendant quelques années, ça m'a un peu empêché d'aller voir un ou une diététicienne, alors qu'il faut, c'est important. Ouais. J'ai des patients qui me disent exactement ça. Hein. En fait, les médecins ne les croient pas. Ils leur disent oui, bon, arrêtez de manger, vous avez un bon coup de fourchette. Bah oui. Et puis bon, du coup après elle m'a emmené voir un gynécologue endocrinologue et qui pour le coup a été à l'époque déjà, enfin on était en 2004-2005, assez m'a établi un diagnostic assez rapidement, a assez vite identifié ce qui se passait, a prescrit les bons examens. Il faut savoir aussi que le SOPK, c'est souvent un diagnostic en 2 étapes, c'est-à-dire qu'avant de se pencher sur ces fameux critères de Rotterdam, on va s'assurer qu'il n'y a pas une autre pathologie. Ça peut être de l'hypothyroïdie. Enfin, moi, à l'époque, il y avait une suspicion de tumeur sur l'hypophyse et heureusement, on a été soulagés que ce soit pas ça avec mes parents, mais puisque j'étais mineure. Mais pour le coup, il y a eu un diagnostic de SOPK et malheureusement, ça s'est un petit peu arrêté là. À l'époque, on n'avait pas le même discours qu'aujourd'hui. C'était, voilà, la pilule. Peut-être que vous aurez du mal à avoir des enfants. On sait pas encore. Bon, voilà, quand on a 17 ans, c'est pas la préoccupation immédiate, mais bon, on y pense quand même. Et puis, en fait, je pense qu'à l'époque, on minimisait beaucoup ce diagnostic aussi. C'était pendant longtemps, je l'ai pris comme il y a une petite particularité sur mes ovaires, quoi. J'avais pas compris que j'avais une pathologie chronique, en fait. Je pensais que ça allait partir, quoi. Enfin, c'est lourd comme terme pour une jeune fille, pathologie chronique. Ouais. D'ailleurs, Matt, t'en penses quoi du fait qu'on puisse diagnostiquer aussi tôt du coup, parce que là, pour le coup, donc, t'avais 17 ans, oui. 17 ans. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de diagnostiquer une jeune fille de 17 ans? Comment tu... Alors déjà, les critères ont beaucoup changé récemment. Ok. Donc avant, c'est vrai qu'il y a énormément de surdiagnostics parce qu'en fait, faut savoir que quand on a 17-18 ans, c'est assez fréquent les troubles du cycle parce qu'en fait, tout simplement, on n'a pas toujours des cycles extrêmement régulés à l'adolescence. L'acné, c'est difficile, une fois de plus, comme tu l'as dit, de diagnostiquer une acné endocrinologique, donc c'est tout de suite beaucoup plus délicat. Et pareil, la richesse folliculaire à 18 ans, elle est assez importante. Donc en fait, maintenant, les critères sont assez stricts et assez bien faits. C'est qu'il faut les 3 critères. Donc c'est-à-dire, vraiment, maintenant, c'est extrêmement rigoureux. Il faut vraiment un tableau clinique franc avant de diagnostiquer une adolescente. C'est difficile de coller une étiquette à une petite... jeune femme de 17-18 ans et de lui parler de tous ses soucis qui sont encore loin d'elle, sûrement. Et surtout, en effet, quand on catalogue une maladie, il faut exclure tous les diagnostics différentiels qui sont multiples. Donc, quand on a 17-18 ans, les troubles du cycle menstruel, ça peut être plein de choses. Ça peut être une tumeur à l'hypophyse, ça peut être une hyperplasie des surrénales, ça peut être plein de choses. Donc, il faut vraiment faire le point avant de donner ce diagnostic à une jeune femme. En fait, pour un médecin, c'est assez, ça demande beaucoup de rigueur de poser le diagnostic du SOPK. Et pour un patient,
une patiente, c'est compliqué aussi d'identifier les symptômes puisque, comme on disait, l'acné, la prise de poids pendant l'adolescence, ça peut être assez courant. Donc c'est pour ça aussi qu'on peut un petit peu avoir cette errance médicale qui a eu assez longtemps. Maintenant, on en parle beaucoup plus du SOPK, mais il y a 20 ans, je pense pas que c'était une pathologie qui était très courante, qui était très diagnostiquée à cause de ça aussi. Ouais. Je me souviens, mais sentie très seule, justement, parce que j'en avais jamais entendu parler, justement, et je pensais pas... Enfin, adolescente, moi, j'étais très loin d'imaginer qu'on était... Alors déjà, que j'allais vice-présider une association de patientes, mais en plus qu'on était aussi nombreuses, en fait, à vivre ça, en fait, parce qu'on se sent très seule. Et en plus, oui, effectivement, à l'époque, on m'avait dit diagnostic à confirmer quand même. Ça s'est confirmé parce que après, j'ai vécu ma vie avec ma prescription de pilules et finalement, là, ça a été une bonne chose parce que j'ai pu vivre ma vie d'étudiante et tout sans trop penser à la pathologie chronique. Mais sur les coups de 23, 24 ans, j'ai à nouveau eu ce problème de prise de poids en quelques mois, hyperandrogénie à nouveau avec une perte de cheveux spectaculaire. Et à l'époque, même, la pilule suffisait plus. Et j'avais pris, c'est plus prescrit maintenant, mais j'ai eu l'acétate de cyprotérone notamment, qui est plus du tout prescrit maintenant, quasiment plus. Pourquoi il est interdit maintenant? Il y a des effets il a été secondaires. responsable de nombreuses tumeurs cérébrales qui ont été... Sympa. Okay. Ça montre que c'est vraiment une pathologie nouvelle. Enfin, en tout cas, les traitements sont assez nouveaux et... C'est encore en évolution. Après, est-ce que avec la pilule, en fait, on camoufle pas au final un peu Après, c'est normal, on a une jeune fille en face de nous, qui souffre de son acné, des douleurs, de tout. Mais du coup, est-ce qu'on camoufle pas un peu tout ça? Et le jour où la personne, elle arrête la pilule, elle se reprend pas justement un peu tous les symptômes dans la tête? Alors moi, mon avis médical sur la question, c'est la plupart du temps quand on instaure une pilule contraceptive œstroprogestative, là dans ce cas-là, c'est pour répondre à un problème précis. C'est des patientes qui souffrent de leurs espacements de règles extrêmement longs. Elles ont souvent des douleurs pelviennes associées, des saignements intempestifs, incontrôlables. C'est extrêmement dur pour elles d'avoir une activité physique, une activité sexuelle. Donc en fait, on essaye de faire la balance bénéfice-risque. On ne met pas de pilule, en tout cas, on met plus de pilule à tout le monde, à tout va. On essaye vraiment de faire une approche personnalisée et adaptée. Et c'est la première ligne de traitement, toujours encore aujourd'hui, aux dernières recommandations internationales. Et ça, je pense que nous, en tant qu'association, on essaye aussi de rassurer les patientes qui disent mon médecin n'a rien pu me proposer à part la pilule. Et en fait, il n'y a pas d'erreur quand le médecin nous prescrit la pilule parce que aux recommandations internationales, c'est la première ligne de traitement, en fait. Après, tout dépend, encore une fois, du symptôme majoritaire chez la patiente. Si la patiente se présente pour un hirsutisme ou une acné, l'hirsutisme, on peut faire autre chose. On a la spironolactone. Bon, avant, on avait l'acétate de cyprotérone, on peut plus, mais... on a d'autres moyens. Maintenant, il y a même des lasers qui sont extrêmement efficaces pour ces patientes. Donc, on n'essaye pas toujours de médicaliser le premier abord du SOPK. Ouais, c'est des anti-androgènes dont vous parlez? Tout à fait. Ouais, c'est ça. Ok. Et non, c'est clair. On voit qu'il y a quand même une réelle souffrance psychologique. Surtout que du coup, si ça commence dès l'adolescence, ça touche des jeunes femmes. Juste avant, du coup, tu m'as transmis des chiffres. Je pense qu'il y en a un qui peut être évoqué. Donc, le nombre de tentatives de suicide est 7 fois plus élevé chez les personnes touchées par le SOPK. Donc, il y a une réelle souffrance psychologique. Donc, là, on comprend bien évidemment que, en première intention, on veut arrêter la souffrance, soulager. C'est ça de ces jeunes filles. Tout à fait. Et puis c'est difficile aussi de faire l'annonce de SOPK parce qu'on doit aussi leur parler des risques qu'elles encourent ultérieurement dans leur vie d'adulte, c'est-à-dire le diabète de type 2 typiquement qui est quand même beaucoup plus représenté dans cette population et même le risque de cancer de l'endomètre qui est assez méconnu mais qui est bien présent et on doit dans une consultation d'annonce on se doit de parler de tout ça aux patientes parce qu'elles ont du coup un suivi qui doit être toute leur vie et assez rigoureux. C'est intéressant. Moi, je me dis souvent que je suis contente finalement de ne pas être médecin parce que, en vrai, le fait qu'aujourd'hui, il n'y ait pas de traitement curatif dédié au SOPK, c'est pas cool pour les patientes, mais pour les médecins qui doivent faire le diagnostic sans avoir de solution dédiée à proposer derrière, je pense que ça ne doit pas être simple non plus. Et c'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait plus de fonds alloués à la recherche finalement autour du SOPK.
Ouais, comme on disait, c'est une pathologie qui est chronique, donc on sent bien que derrière, il y a quand même un suivi qui doit être présent et qui va sûrement durer tout le long d'une vie, avec effectivement des symptômes qui peuvent être quotidiens aussi. Toi, Emeline, est-ce que tu pourrais un petit peu nous dire comment le SEPK il va influer sur ton quotidien Oui, les symptômes que j'ai encore aujourd'hui, moi je souffre encore malheureusement à mon âge de période d'aménorrhée qui peuvent être parfois très prolongées. Je parle de ça peut être plusieurs mois encore. Il y a l'hyperpilosité qui est toujours présente, mais avec le temps, je le vis mieux que quand j'étais adolescente aussi. On prend du recul. Je pense qu'on a un peu plus on a la confiance en soi qui s'est musclée aussi entre deux. Donc on gère un petit peu mieux les choses. Le poids, moi, je dirais que ça s'est régulé avec le temps aussi, peut-être en adaptant un petit peu l'hygiène de vie sans partir dans des excès. Je pense qu'on va en parler après. Au niveau de la santé mentale des patientes, on voit qu'il y a quand même un impact. Il y a la confiance en soi, le fait que le parcours de soins soit assez lourd, parce qu'on doit voir plusieurs professionnels de santé. Dans le cadre, c'est ça, de notre parcours de soins, il y a une charge mentale. Il y a aussi, moi, je suis assez convaincue qu'il y a quelque chose qui joue aussi beaucoup pour faire peser la balance du mauvais côté dans la santé mentale des patientes, c'est que le SOPK, c'est sous-estimé l'impact que ça va avoir sur notre qualité de vie, tout ce que la peur de l'infertilité, les symptômes peuvent générer chez une patiente. Et je pense aussi, ce qui affecte mon quotidien aussi. Et c'est intéressant parce que ça fait pas partie des symptômes reconnus comme associés au SOPK, mais je trouve que la fatigue chronique, c'était invivable à 17 ans et en fait, ça l'est toujours 20 ans après. C'est la gestion de mon énergie, même en essayant de dormir suffisamment, d'avoir une hygiène de vie la plus correcte possible, ça, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué à gérer. Même le stress, au final, va favoriser l'inflammation. L'inflammation va favoriser, du coup, l'hyperinsulinisme. Et donc, en fait, on est un peu dans un cercle vicieux. Ouais. Ça n'a pas l'air évident du tout. Toi, du coup, Maha, les patientes, elles te rapportent souvent une détresse psychologique. Comment tu le ressens Alors moi, je les reçois souvent dans un contexte de procréation médicale assistée, donc elles viennent pour une question assez précise. Et souvent, quand elles viennent au point de consulter en PMA, du coup, elles sont souvent dans un état psychologique parfois inquiétant. Donc nous, on est là pour à la fois les conseiller, les rassurer et leur proposer des traitements les plus adaptés possibles. Il faut savoir qu'au niveau de l'infertilité, les SOPK sont complètement inégaux. Il y a des SOPK qui, sur une prise de sang, ont l'air extrêmement inquiétants. Ils ont des hormones, par exemple l'AMH peut être extrêmement élevée, ou elles ont une sécrétion également de testostérone libre extrêmement élevée. On peut se dire c'est un SOPK extrêmement lourd biologiquement, mais il suffit qu'elles ovulent 2 fois dans l'année et que ça soit la bonne, et elles ont moins de difficultés que des patientes qui ont un SOPK étiqueté moins sévère. C'est quoi l'AMH, tu peux préciser? C'est l'antimullérienne hormone. C'est une hormone qu'on dose. Nous, quand on fait un bilan de réserve ovarienne, on utilise 2 paramètres. Donc, à l'échographie, le compte folliculaire en trop, qui est souvent très élevé chez les patientes qui ont un SOPK. Comme je vous disais au tout début, les follicules en trop s'accumulent et deviennent en compétition l'un avec l'autre, qui empêche l'émergence d'un follicule dominant et donc d'induction d'ovulation. Ça, c'est pour faire simple. Il y a aussi l'autre hormone donc, qui est dosée, c'est l'AMH. Et donc, cette hormone, elle a été remarquée anormalement élevée chez les patientes qui ont un SOPK. Et la fourchette, en général, une personne qui n'a pas de SOPK, elle a un taux d'AMH plutôt entre 2 et 4, quand elle a moins de 37-38 ans. Alors qu'en cas de SOPK, ça peut très facilement monter. Parfois, j'ai eu des patientes qui avaient un taux d'AMH à presque 10. Ce qui est assez important pour nous, pour adapter au mieux leur parcours PMA, leur stimulation. On ne peut pas les stimuler fort quand elles ont un taux d'AMH très élevé, au risque qu'elles aient une hyperstimulation ovarienne et tous les risques qui s'en suivent. Donc en fait, nous, c'est vraiment... chaque patiente est unique et on doit s'adapter à elle avant de s'adapter à nos dogmes scientifiques. Justement, je rebondis sur ce que tu as dit. On a souvent l'impression que l'infertilité, c'est vrai que c'est une difficulté dans la vie d'une femme quand il y a un désir de grossesse. Le passage en AMH, c'est très éprouvant pour les femmes, pour les couples en général. Néanmoins, dans le cadre du SOPK, je trouve que pour le coup, effectivement, au niveau de l'infertilité, on est assez bien prise en charge et c'est toujours important. Enfin, à l'association, nous, on essaie toujours de rappeler que
La stérilité et l'infertilité, c'est pas la même chose. L'infertilité, elle est réversible et en général, avec le SOVK, on est très bien prise en charge. Tout à fait. On a même le même nombre d'enfants que les autres femmes, mais c'est juste que statistiquement, on les a plus tard. Et je tiens vraiment à être rassurante là-dessus. Ouais. Pour les concevoir, mais c'est ça. Pas toujours. Et c'est vrai que les taux de succès pour les patientes en SOPK sont extrêmement élevés. Enfin, c'est nos patientes qui... on sait qu'on va y arriver. On va y arriver. Parce que en réalité, même avec l'âge, la tendance est justement la diminution de cette réserve ovarienne. C'est des patientes qui, de base, ont une richesse ovarienne assez importante. Donc, l'impact de l'âge va impacter la qualité de leurs ovocytes, mais pas leur quantité. Vu qu'elles partent de beaucoup plus haut, on est tout de même beaucoup plus confortable pour leur stimulation et leur gestion que les patientes qui ont des réserves ovariennes effondrées ou basses, tout simplement. Donc ça, c'est un bon message d'encouragement parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup le côté SOPK égale infertilité. Oui. Donc c'est intéressant d'appuyer ce point-là, ouais. Oui, puis en fait, en général, si on arrive jusque la FIV, les patientes ont une vanne entre elles, c'est que si on arrive jusque la FIV, en général, on fait qu'une FIV quand on a le SOPK. Tout à fait. On a un taux d'embryon souvent très élevé. Okay. Sinon, juste une anecdote quand même dans le parcours de soins, et je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas assez adressé. La perte de cheveux, l'alopécie androgénique, c'est tout bête, mais quand on nous diagnostique, il faudrait nous dire qu'il faut qu'on aille voir le dermatologue. Du coup, je regarde Maha parce que je sais pas si tu recommandes aux patientes d'aller voir le dermatologue quand tu fais un diagnostic, parce que, moi, j'ai perdu mes cheveux pendant des années, pendant 10 ans. J'avais une bonne masse à la base, donc j'ai réussi à sauver mes cheveux. Une fois que le dermatologue m'a posé le diagnostic d'alopécie androgénique et m'a proposé une ligne de traitement pour ça. Mais pendant des années, moi, je savais pas qu'il fallait que j'aille voir le dermatologue et que j'avais peut-être une solution pour ne pas perdre mes cheveux. Donc, je pensais que j'étais vraiment destinée à continuer à perdre mes cheveux. Et ça, c'est dur parce que je sais pas combien de fois dans ma vie j'ai bouché la douche. Je sais pas combien de soirées j'ai passé à pleurer en ramassant mes cheveux. Mais ça, par contre, c'est peut-être aujourd'hui, voilà, juste nous dire d'aller voir le dermatologue, en fait, parce qu'il sait diagnostiquer l'alopécie androgénique et les gynécologues le font pas, effectivement, parce que c'est pas c'est pas notre domaine, mais c'est vrai qu'on y pense quand les tableaux sont assez francs. Oui. Par exemple, un tableau franc d'hyperandrogénie qui réunit acné, hirsutisme et alopécie, là, c'est vrai qu'on y pense et que dans ce cas-là, on pose les bonnes questions et on oriente vers les bons praticiens. Mais quand c'est assez tacite, que l'alopécie, elle n'est pas signalée forcément parfois par la patiente, en fait, elles viennent voir le gynécologue, pas pour parler de leurs cheveux. Oui, mais c'est traumatisant. Souvent, mais du coup, il faut quand même y penser, poser les questions, mais voilà, parfois, elles le signalent pas spécialement et elles font attention après la consultation en réalité. Donc, c'est vrai qu'on essaye de le faire, mais souvent, c'est pas la première demande qu'on a. Mais c'est vrai que c'est un peu contradictoire parce qu'on parle donc d'hirsutisme, donc on peut avoir une hyperpilosité, et à contrario, on peut aussi perdre des cheveux, avoir une alopécie. On est sur, on est sur deux choses complètement contradictoires, enfin un peu antagonistes là quand les zones d'action de la testostérone sont pas du tout égales en fonction des parties du corps. Donc, je savais pas du tout. Mais je pense que c'est tellement facile d'avoir des beaux cheveux si on est en hyperpilosité. Et du coup, Maë, j'ai une question pour toi. Là, les mécanismes qu'on a cités, l'hirsutisme, l'hyperandrogénie, tous ces mécanismes-là, est-ce qu'ils sont sous-jacents au SOPK ? Alors, pour parler purement physiopathologique, donc le SOPK, en fait, ça résulte d'un déséquilibre hormonal. Donc, on part de là. Et en fait, il y a 3 mécanismes principaux qui est au niveau physiopathe, au niveau du SOPK. Donc, c'est ce qu'on a dit, l'hyperandrogénie, la résistance à l'insuline et les déséquilibres au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire et ovaire. Donc, à partir de là, on comprend tous les symptômes du SOPK. Par exemple, l'hyperandrogénie, on en a un peu parlé. Le mécanisme de résistance à l'insuline est extrêmement intéressant dans la pathologie parce qu'il faut savoir que quand on est atteint d'un SOPK avec un profil immunologique de résistance à l'insuline, les cellules du tissu adipeux ou musculaire, elles ne laissent pas bien entrer le glucose qui s'accumule du coup dans le sang. Réactionnellement, l'insuline est sécrétée, donc on a ce qu'on appelle un hyperinsulinisme. Et il faut savoir que l'insuline est une hormone qui directement stimule les androgènes. Donc on constate que tout est intriqué en fait. L'hyperinsulinémie augmente cette hyperandrogénie. Cette hyperandrogénie perturbe complètement l'axe hypothalamo-hypophysaire. Et en fait, comme tu l'as dit, c'est un cercle vicieux. Donc peu importe quelle est la partie prépondérante, on se recoupe et tout peut arriver. C'est ça, en fait, l'insuline, du coup, en excès, elle peut même booster un petit peu la LH, il me semble, l'hormone luteinisante. Et
l'ALH booste par conséquent la testostérone. Donc en fait, ouais, c'est un peu le chien qui se mord la queue. Enfin, c'est assez délicat. Donc là, on a parlé du diagnostic, on a parlé des symptômes aussi. Est-ce qu'on connaît les causes du SOPK ? On ne connaît pas vraiment les causes, on connaît surtout la physiopathologie du SOPK. Après, ce qu'on constate malheureusement, c'est que la prévalence est en franche augmentation, soit par un excès de diagnostic, maintenant qu'on arrive vraiment à bien compter les follicules, chose qu'on ne pouvait pas forcément faire avec un échographe des années 2000. On peut également se dire que les perturbateurs endocriniens, actuellement, ils sont de plus en plus répandus pour tout, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau vestimentaire. On en parlait juste avant. Ouais. C'est ça. Et en fait, maintenant, on a assez d'informations scientifiques tangibles qui nous expliquent que ces dérèglements hormonaux sont justifiés par des choses tangibles. Et toi, on t'explique tout ça à ce moment-là, parce que je me dis, j'ai une jeune femme de 17 ans, ça va peut-être être un peu compliqué de lui parler on emploie quand même des mots très compliqués depuis tout à l'heure. Donc, toi, est-ce qu'à ce moment-là, tu as une explication scientifique, médicale ? Alors non, à l'époque, on n'avait pas encore établi que les causes liées au SOPK, pouvant le provoquer, étaient à la fois génétiques, épigénétiques et environnementales. Ça, c'est assez récent. L'INSERM a mis ça en avant il y a quelques années seulement. Donc bon, à l'époque, moi, j'avais juste c'est comme ça. J'ai pas eu vraiment plus d'explications. Alors il y avait peut-être une piste d'explication qui est plus trop exploitée d'ailleurs aujourd'hui. Comme quoi il y aurait une exposition aux perturbateurs endocriniens in utero. À une époque, ça faisait partie des explications qu'il y avait. Aujourd'hui, on n'en parle plus vraiment. Maintenant, on sait que les causes sont... Voilà, il y a plusieurs causes et pour l'instant, la science n'a pas encore permis d'établir récemment, le point de départ, quoi. Récemment, on a eu des petites avancées scientifiques il n'y a pas si longtemps que ça. De nombreux gènes ont été identifiés, donc pour pouvoir expliquer, ils sont pas uniques, c'est-à-dire qu'on les utilise même pas pour le diagnostic, mais on a constaté sur des cohortes, pour l'instant c'était au modèle murin, qu'il y a de nombreuses mutations qui peuvent être responsables de cette altération de l'axe hypothalamo-hypophysaire ou de cette hyperandrogénie. Donc j'ai quelques noms, FSHR et DENDIA. Typiquement, je sais pas si ce sont les gènes du coup. Les gènes justement qui mutés peuvent donner ce profil. C'est encore au stade expérimental, mais les choses avancent et les recherches évoluent, donc il faut se tenir informé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on a un SOPK, si on a une fille, il y a un risque plus élevé qu'elle soit diagnostiquée aussi plus en grandissant, de lui transmettre. Ouais. J'avais une question qui me vient d'une patiente et je voulais te la poser. Si par exemple, je suis sous pilule, du coup, est-ce que je peux me faire diagnostiquer quand même le SOPK ou est-ce que ça brouille un peu les pistes et du coup ça va être compliqué de le diagnostiquer ? Alors c'est tout à fait possible, on peut diagnostiquer, déjà on peut avoir 2 critères, cliniques et échographiques. Au niveau biologique, la pilule perturbe beaucoup le bilan biologique. Il faut savoir que nous, par exemple, en PMA, on demande aux patientes d'arrêter au moins 3 mois la pilule avant de faire les dosages pour qu'on ait l'ensemble des résultats qui nous intéressent, à la fois pour la stimulation et pour les diagnostics différentiels. La pilule, elle impacte surtout, par exemple, l'AMH dont on a parlé. Ça peut faussement la diminuer, donc on a besoin d'avoir toutes les informations épurées. Après, c'est pas un critère indispensable d'arrêter la pilule pour le diagnostic de SOPK, mais on le recommande si les patientes peuvent faire un arrêt de quelques mois. Ça nous aidera toujours pour la stimulation ultérieure. Dédicace à toi, Marion, t'as ta réponse. Donc on voulait savoir aussi un petit peu, est-ce que toi tu intègres en tout cas la nutrition à ta prise en charge, intégrer c'est un grand mot, mais est-ce que tu vas citer quelques petits conseils orientés Alors tout à fait, donc on a vraiment besoin de vous parce que là-dessus on est assez limité. Nos conseils sont plutôt succincts, donc moi par exemple en consultation je recommande au niveau nutritionnel des aliments à index glycémique bas pour éviter pour limiter ce mécanisme d'insulinorésistance. Je recommande également d'éviter les sucres raffinés. Après, je m'arrête souvent là et je leur conseille d'aller voir une diététicienne.
Du coup, on voit que ça rejoint bien quand même le côté scientifique parce qu'on sait que l'insulinorésistance, elle est quand même bien présente en SOPK. Donc tout de suite, on travaille sur les sucres, effectivement. Nous, on rajoute forcément d'autres précisions quand on reçoit des patientes en consultation diététique. On parle de l'index glycémique, évidemment, et puis on parle aussi beaucoup du régime anti-inflammatoire. Ouais, c'est ça. En fait, sur la notion d'index glycémique, alors on peut en effet préconiser certains aliments qui sont connus pour avoir des index glycémiques assez bas. Mais attention, il faut également regarder la cuisson, d'accord ? Quand on applique des procédés thermiques à répétition sur des produits, on va les dénaturer, donc on va faciliter notre rôle à nous de digestion. Donc forcément, le produit va passer beaucoup plus vite dans le sang. Si vous prenez par exemple, vous comparez du pain classique avec un pain grillé, le pain grillé tient moins bien au corps. De la même manière, entre des pâtes trop cuites et des pâtes al dente, on aura une différence qui va être notable. Rajouter des fibres, attention, moi je vois beaucoup de personnes qui n'aiment pas forcément les légumes et qui vont du coup mettre les légumes beaucoup sous forme de soupe, de purée. Quand vous broyez les aliments, vous allez casser les fibres. De la même manière, des soupes, on est sur une cuisson prolongée, donc il y a une solubilisation des fibres et on va perdre un peu le rôle régulateur de la fibre. En fait, on peut mettre ça un peu en lien, si vous voulez, avec les conseils qu'on va donner à une personne qui est diabétique, d'accord ? Le but, c'est de réguler du coup le pic de sucre dans le sang et donc d'éviter d'avoir des pics qui, eux, vont favoriser la mise en réserve. Après, donc, on augmente les fibres, on augmente aussi les protéines et les graisses de qualité. Graisses de qualité, ça peut aussi servir justement à réduire le pic de sucre dans le sang. Donc on rentre dans cet objectif de limiter un petit peu l'hyperinsulinisme. Ça nous aide, en tout cas, pour un SOPK, ça peut aider. Je trouve qu'en tant que patiente, on a une emphase sur l'alimentation qui peut être très importante. Et je pense que moi, quand j'étais plus jeune, à un moment, je suis partie vraiment dans un surcontrôle. C'est-à-dire que... ça, on le voit beaucoup chez les patientes quand même. Je refuse des invitations parce que je ne sais pas si je vais pouvoir manger correctement. Je me force à manger tel truc, même si j'aime pas. Je sors avec mes amis. Je vais pas prendre un verre d'alcool, alors que dans la semaine, 1 ou 2 verres, faut pas être dans l'excès. C'est comme tout. Je refuse d'aller manger au fast-food avec mes copines après le ciné. Je rentre chez moi. Moi, je partais un peu là-dedans. Et du coup, en fait, on se coupe de vie sociale. Et la vie sociale, ça fait aussi partie de la santé globale. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que quand on est invité, qu'on va chez des amis ou qu'on sort, on mange ensemble, justement. Je pense que dans votre métier, vous voyez ça aussi. Et je pense que c'est plus... je sais qu'à titre personnel, moi, j'ai plutôt essayé de mettre en place des bons réflexes, mais pas être dans un surcontrôle parce que je voyais pas d'amélioration de mes symptômes, mais je voyais que ma santé mentale se dégradait aussi. Je pense que quand on est trop dans le contrôle, on finit par être... Et c'est pour ça qu'heureusement qu'il y a maintenant des diététiciens, des diététiciennes qui sont formés sur le SOPK et qui vont apporter, je pense, des recommandations positives comme manger plus de légumes, manger plus de protéines et pas retirer, en fait. C'est ça, c'est aussi les éléments de langage et la manière aussi, je pense, ce qui est important dans la gestion du SOPK, de l'hygiène de vie et de l'alimentation notamment, je pense que c'est voir moyen et long terme, pas de voir à court terme. L'équilibre alimentaire, je pense que vous serez d'accord, ça se gère pas sur un repas. À peine on le voit sur la semaine. Et je pense que si on veut voir des améliorations, des marqueurs sanguins ou de la composition corporelle, il faut plutôt voir à moyen et long terme. Et surtout se dire que... c'est ce que je me suis dit aussi personnellement, c'est plus pour limiter le risque de développer un diabète de type 2 à long terme que de me dire je vais perdre du poids avant le maillot de bain cet été. Pour moi, c'était pas du tout la bonne manière de voir les choses, mais de me dire je vais vieillir en bonne santé, je veux éviter de développer une maladie cardiovasculaire, je veux éviter de développer un diabète de type 2. Ça m'a aidé à mettre en place des bonnes habitudes que je peux tenir et qui me font pas souffrir psychologiquement. Et pour le sport, c'est pareil. En fait, on voit beaucoup de je fais tel sport parce que machin en a parlé et ceci, cela. Le bon sport, en fait, la bonne activité physique, c'est celle qui nous plaît. Pour la patiente qui aime bien faire de la danse, qu'elle aille à la Zumba avec ses copines. Il n'y a pas un sport qui... Parce que vous voyez aussi des recommandations pour le SOPK, il valait mieux faire tel ou tel sport, pas courir parce que... c'est mauvais, ça stresse le corps, etc. À la fin, tu fais plus rien. J'ai couru 4 marathons.
Le dernier, je l'ai fait pour sensibiliser au SOPK. J'avais les prénoms de 42 patientes sur les bras. C'était très chouette. Trop mignon. J'adore courir. Voilà, enfin, si j'en suis ce qu'on lit des fois sur les réseaux sociaux, je me serais pas mise à la course à pied. Alors qu'à l'époque, justement, pour gérer ma résistance à l'insuline, le médecin m'avait dit, écoutez, essayez de faire un sport justement d'endurance. Et j'avais fait de la marche. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, je vais essayer de courir. Peut-être ça va marcher. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me mettre à la course à pied. Et que je me suis inscrite à des courses, j'étais en club d'athlétisme, j'ai fait 5 km, 10 km, tout ça pour arriver au marathon. Et en fait, pour le coup, je pense que ça m'a aidé dans l'hygiène de vie avec le SOPK, de trouver le sport qui me plaisait et qui me permettait aussi de m'aérer l'esprit. Et je pense que pour chaque patiente, il faut qu'elle trouve ce fin équilibre entre, essayer de travailler son hygiène de vie, mais que ce soit gérable pour elle sur le long terme, surtout pas quelque chose de trop restrictif qu'on va abandonner au bout de 2 ou 3 semaines. Ça conduit à l'échec et ça, c'est pas bon pour le moral. C'est pas... Ouais, même en termes de mindset, je pense que toi, tu vas de l'avoir fait et de te sentir forte, d'avoir une bonne condition physique, de te libérer de la dopamine en plus de ça, en faisant tes exos. En fait, ça peut que avoir un effet bénéfique également sur ton alimentation aussi. Souvent, ça va de pair. Moi, j'ai beaucoup de patientes. C'est quand justement elles commencent à avoir une activité physique qu'elles ont envie de bien nourrir leur corps pour répondre à leurs sollicitations musculaires. On a aussi cette combinaison. L'un ne va pas sans l'autre. Et je pense que c'est important d'avoir les deux. Et comme tu dis, de commencer déjà par quelque chose. On n'est pas obligé d'entrée de jeu d'aller pousser de la fonte ou de faire un semi-marathon. Rien que si à la base l'activité physique de la personne elle est à 2000, 3000 pas par jour, lui dire ok, on va essayer de se challenger ensemble. Est-ce que tu penses que tu pourrais monter 2000 pas en plus? Donc au lieu d'en faire 2000, t'essayes de monter à 4000 et hop, petit à petit, la personne, elle va, en plus de ça, retrouver un bénéfice, des bienfaits. Ça va lui faire du bien psychologiquement. Et moi, j'aimerais bien revenir, Emeline, sur ce que tu as dit. Il y avait beaucoup de choses hyper intéressantes. Et je pense les choses clés à garder en tête, c'est que en alimentation, c'est la notion d'excès qui est important. Il y a beaucoup la notion de contrôle qui est évoquée, mais c'est vrai que c'est surtout la notion d'excès, en fait. Il n'y a rien de mal à faire un restaurant, à manger une glace. C'est de la fréquence, c'est la quantité qui va jouer, donc c'est les excès. Il n'y a pas de régime miracle, ça c'est sûr. On a pensé qu'il y a eu plusieurs régimes miracles en 10 ans, il n'y en a pas. Donc nous, nos préconisations, elles se résument pas seulement à de l'interdiction. C'est vraiment un changement de mode de vie et ça doit être durable parce que c'est ça qui va jouer sur une pathologie chronique. C'est quelque chose qui va être durable. Au niveau alimentaire, les changements, c'est de l'équilibre alimentaire, évidemment. Donc, la notion d'avoir des féculents, des protéines, des légumes, ça, effectivement, c'est le socle principal. Et puis, nous, on va venir rajouter une notion de choix alimentaire sur les index glycémiques, sur la charge glycémique qui est pas très connue, mais qui est très intéressante. Donc, c'est ce que tu disais. Un aliment, son index glycémique, il peut varier avec la cuisson, avec la quantité. La charge glycémique, c'est tout ce qu'il va y avoir autour, les apports en fibres, les apports en protéines qui vont ralentir l'absorption du sucre, peu importe l'origine du sucre, qu'il soit rapide ou lent. Et la notion anti-inflammatoire qui est hyper intéressante. Moi, j'ai beaucoup de patientes que je reçois comme conseiller alimentaire en tête. J'ai un SOPK, je dois arrêter le sucre blanc et je dois arrêter de manger de la viande rouge et du gluten. Donc là, on est vraiment que sur de la suppression. Notre objectif, c'est de la conseiller et de lui montrer quelle orientation diététique elle peut prendre, comment elle peut remplacer ces aliments. C'est pareil, à l'association, ça fait partie des messages ce qu'on préconise, nous, c'est pas notre métier, mais dans les recommandations globales, c'est de manger des produits les moins transformés possibles. C'est vrai en population générale aussi. Plus un produit est transformé, moins il est nourrissant. Et... Ça, c'est encore l'équilibre alimentaire, par exemple. C'est ce que nous, on inculque à tous les patients, évidemment. Ça, je pense qu'il y en a, on leur met trop de pression, en fait. On leur dit, t'as un SOPK, donc tu vas devoir redoubler d'efforts plus que tout le monde. En fait, tout le monde est sujet aux pathologies chroniques modernes. Déjà, diabète, cholestérol, hypertension. Alors oui, il y en a plus que d'autres, mais ouais, c'est ça, c'est que c'est cette notion d'équilibre global. Et aussi, il y en a justement, on doit faire l'inverse avec eux. Il y en a qui se privent de tout. Et du coup, on doit justement introduire la notion de plaisir avec eux. Parce que quand on termine par ne pas manger de gluten, ne pas manger de viande rouge, voire ne pas manger de viande du tout, et ne pas manger de sucre, il reste plus grand chose en fait.
L'idée, c'est d'expliquer qu'effectivement, la viande rouge, on va essayer de la garder de manière occasionnelle. On va plutôt favoriser, par exemple, un apport en poisson, même ce qu'on va appeler les poissons gras, parce qu'ils vont être très riches en oméga 3, et l'oméga 3, c'est une super molécule qui est anti-inflammatoire et que nous, on va utiliser. Il faut pas dire qu'on arrête de manger de la viande. Oui, on peut consommer de la viande, mais on va peut-être essayer de favoriser aussi le poisson, même quand on va au restaurant par exemple. Et ça peut être ça en fait les solutions. Pour le gluten, on l'a déjà évoqué dans nos podcasts précédents, il y a plein de féculents sans gluten qu'on peut retrouver. On a beaucoup parlé du quinoa, du riz, des lentilles, oui, des pommes de terre. Voilà, donc il ne faut pas être que sur de la suppression, il faut vraiment toujours penser à adapter son alimentation et à remplacer. Puis on n'en a pas parlé, mais il y a aussi les protéines végétales. On peut varier la viande, le poisson, les œufs avec le quinoa, les légumineuses. Ça peut être des très bonnes sources de protéines aussi, qui vont jouer sur le côté anti-inflammatoire, qui vont jouer sur le côté index glycémique bas, puisqu'ils vont contenir des protéines et des fibres en plus de ça. Et surtout pas couper le gras aussi, parce que c'est vrai que quand il y a une injonction à la perte de poids, en général... Bon, longtemps, c'était la mode des régimes sans graisse, mais pour fabriquer on a besoin des lipides pour fabriquer nos hormones, donc il faut bien consommer. Et aussi, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que quand on a un SOPK, cette maladie est évolutive. On peut très bien avoir initialement un SOPK avec excès de poids, puis on arrive avec l'aide de diététiciens ou d'un régime alimentaire assez bien structuré à une perte de poids et à une diminution de l'insulinorésistance. Et après, quand on utilise par exemple les procédures de PMA où on a tout ce qui est hormones qui est réinitié, on peut avoir à nouveau un rebond de ces symptômes qui étaient parfois perdus en fait. Et donc il faut toujours rester vraiment de mèche avec les diététiciens pour pouvoir adapter en fonction. Mais non, c'est clair. Je reviens sur ce que tu disais par rapport au gras. Moi, j'ai beaucoup de patients. Patients, enfin là je parle pour tout le monde, qui suppriment totalement le gras. Donc ça déjà, avec le gras, on va faire tout notre renouvellement cellulaire quand même. On va créer même les hormones sexuelles, les hormones stéroïdiennes, donc quand même vachement importantes. On va créer des cellules immunitaires aussi, qu'on appelle les prostaglandines. Donc bon, en plus de ça, on va se rassasier, on va se caler. Parce que si on enlève le sucre, parce qu'on a de l'insulinorésistance, on enlève le gras, parce qu'on veut perdre du poids, en fait, on crève de faim. Donc, on se crée des TCA aussi, ou alors on peut avoir tout simplement des compulsions alimentaires. On fait des crises d'hyperphagie parce que ça fait 4 jours qu'on mange que de la salade verte et qu'on n'en peut plus. Donc, c'est ça aussi. Il faut absolument du gras de qualité. Les oméga 3, certes, anti-inflammatoires, mais il y a aussi un rôle anti-catabolytique. Ça permet de lutter contre la fonte musculaire. Encore une fois, plus on a de muscles, plus on dégrade du glucose, plus on chauffe, plus le corps a un bon métabolisme. Donc ça, c'est vachement important. Et du coup, tout ça mis bout à bout, oui, ça va nous permettre de conserver une bonne hygiène diététique. Donc, on consomme de tout, en quantité contrôlée, je sais même pas si c'est le mot, mais raisonnable. Ouais, voilà, raisonnable. Moi, je vais aller même au-delà de ça. De mon expérience, le régime restrictif a parfois même aggravé tous les symptômes du SOPK. À la fois l'hyperandrogénie, l'alopécie, les carences extrêmes ont provoqué une amplification de la chute de cheveux. Le fait d'être en régime restrictif, ça peut créer aussi une aménorrhée fonctionnelle. Donc ça, c'est tout à fait possible en fait d'accumuler deux causes d'infertilité. Et là, pour nous, ça devient tout de suite plus compliqué à gérer. Donc voilà, les régimes restrictifs, c'est non. Mais je pense qu'il faut aussi, du point de vue des patients, il y a aussi un effet de bord, malheureusement, c'est qu'on veut tellement aller mieux que je pense que oui, on peut être tenté d'aller vers ces solutions de restriction très fortes. Surtout si le médecin a dit essayer de perdre un petit peu de poids. Enfin, s'il y a eu un discours, on peut vraiment le prendre. Et puis, on veut tellement améliorer nos symptômes que je pense que par moment, on est prêt à tout essayer. Je sais que moi, j'étais comme ça quand j'étais plus jeune. Mais là, le risque, c'est vraiment de les aggraver. Donc, il faut vraiment. Ne faites pas de régime restrictif. Et puis, en termes de micronutrition, je pense au magnésium, au zinc, au chrome et aux oméga 3 qui permettent justement d'avoir une meilleure sensibilité des récepteurs à l'insuline. Tout à fait. Donc, ça, c'est vachement intéressant. L'oméga 3, il a quand même un rôle il a des rôles qui sont vachement importants. Et je recommande pas d'ailleurs les oméga 3 seulement aux personnes qui sont en régime anti-inflammatoire. Pour tout le monde, c'est vachement intéressant. Donc souvent,
beaucoup de personnes se supplémentent en oméga 3, mais voilà, on peut en retrouver par exemple dans les noix, à savoir les huiles végétales les plus riches en oméga 3. S'il y en a qui veulent tester des huiles un peu originales, on a l'huile de cameline, que je recommande pas mal aux sportifs d'ailleurs. On a l'huile de chanvre également. Après, on va avoir l'huile de noix, l'huile de lin. Voilà, on a quand même pas mal de choses à disposition. Colza, on a un bon ratio entre oméga 6 et oméga 3, mais c'est ça aussi, c'est réussir à avoir un bon ratio oméga 3, oméga 6, parce qu'on a beaucoup d'aliments riches en oméga 6 dans l'alimentation moderne. Et généralement, on n'arrive pas à contrebalancer ça. Donc c'est ça aussi qui va être intéressant. Et après, bien sûr, on a l'EPA, DHA dans les poissons gras. Donc voilà, en tout cas, manger varié, supprimer pas les choses. Juste, voilà, vous pouvez vous faire plaisir à partir du moment où c'est en pleine conscience et que c'est pas de la compulsion parce que vous mangez de la salade et du brocoli seulement depuis 4 jours. Il n'y a pas de souci, quoi. Je trouve ça important d'aborder un petit peu la phytothérapie. Donc là, j'ai commencé à parler un peu micronutrition. Est-ce que toi, Ma, tu as déjà reçu des patientes qui se supplémentaient ou qui testaient des choses, ou est-ce que tu peux recommander ça? Alors moi, j'ai beaucoup appris de mes patientes qui m'ont informé de l'existence de nombreuses plantes. Ouais. Et du coup, j'ai fait mes petites recherches. Donc, il n'y avait pas énormément de données. Quelques plantes ou épices ont été recommandées et qu'on utilise assez régulièrement. On leur dit d'agrémenter leurs plats avec. Le fenugrec est beaucoup cité. Bon, personnellement, j'ai pas eu de retour extrêmement mirobolant à ce sujet, mais les patientes étaient plutôt satisfaites. Elle parlait aussi du gâtillier. Ouais. Voilà. Mm-hmm. Bon, c'est les deux vraiment qui revenaient régulièrement en consultation. Moi, personnellement, j'ai jamais recommandé quoi que ce soit dans ce domaine, vu que c'est pas du tout mon domaine de prédilection. Mais j'ai l'impression que le fenugrec est plutôt pas mal, au vu des données scientifiques à ce sujet. C'est vrai que ça se développe pas mal. On a la gémothérapie aussi qui arrive, donc en l'occurrence la gémothérapie de framboisier, qui est intéressant pour réguler les cycles en général. La gémothérapie, c'est on extrait un liquide d'une plante. Après, pour tout ce qui va être métabolisme glucidique, on peut avoir la berbérine qui est utilisée. On retrouve aussi dans pas mal de compléments l'inositol. Ouais. Donc on a ça même en préconceptionnel, nous, on supplémente les patientes avec un acide folique mélangé à l'inositol. Super, ça. Parce que les patientes qui ont SOPK n'absorbent pas toutes comme il faut l'acide folique. Donc acide folique, pour ceux qui nous écoutent, vitamine B9, qui est systématiquement en tout cas donnée aux femmes, qui désirent tomber enceinte, c'est ça. Et après, on peut avoir également... on a l'orthyracine et le palmier nain qui vont réduire un petit peu la production de l'enzyme 5-alpha-réductase qui booste en fait la production de DHT. Le DHT, c'est un androgène le plus puissant. Il me semble. Donc ça va permettre justement de réduire un petit peu les androgènes. On peut avoir aussi des plantes qui vont être pro-oestrogéniques, donc les oestrogènes qui ont un effet un peu antagoniste aux androgènes. On évite de les donner. Ah, alors justement, j'ai vu que c'était un peu controversé. Ouais, parce que quand on réfléchit pour la physiopathe du SOPK, on a justement un excès d'œstrogène par cette accumulation de follicules en trop. Donc pour justement limiter ce climat d'hyperœstrogénie, on évite. J'ai vu exactement ça dans le livre que j'ai lu qui en parlait. Et donc pour les citer quand même, il y avait la réglisse, l'alfalfa, et il y a le houblon et la sauge. Et justement, il mettait un bémol, il disait que... généralement, on évitait. Oui, après, c'est pas franchement déconseillé. C'est les personnes qui font un régime exclusif de réglisse, on leur dit que c'est pas optimal, mais ça n'arrive pas vraiment. C'est ça, on a toujours en fait des personnes qui vont prendre une info et la mettre en place, mais un petit peu trop, quoi, à une fréquence ou en quantité un peu trop importante. Mais en tout cas, il y a de plus en plus, je le vois maintenant, de compléments, en tout cas alimentaires, donc à base de plantes, de la phyto, qui se développent. Après, c'est pas miracle. Encore une fois. Ce n'est pas un traitement, ça peut être un complément, tout à fait. Mais... C'est ça, exactement. Et puis, après, sur ces choses-là, c'est pareil. Toujours vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication.
Parce qu'il y a certaines plantes qui peuvent être contre-indiquées. Par exemple, si on a un traitement médicamenteux, ça peut interagir avec. Voilà, donc vraiment demander à un spécialiste, bien suivre la posologie. Pareil pour les femmes enceintes, pas d'expérience. Voilà, pas d'expérience, s'il vous plaît. Totalement. Et toi, Emeline, t'as testé des solutions naturelles ou pas ? Non, alors absolument pas. À titre personnel et même au niveau du discours que tient l'association, nous, ce qu'on dit aujourd'hui, parce qu'on nous pose forcément régulièrement la question, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas pour le SOPK, de manière scientifique, le myo-inositol, c'est vraiment le seul complément dont les études ont permis de prouver les allégations. Et pour le coup, un traitement. Voilà. Ouais. Après, pour le reste, si elles le souhaitent ou non, dans tous les cas, parlez-en toujours aux médecins. Enfin, nous, on leur dit de ne pas s'auto-supplémenter, surtout. Voilà, on ne joue pas à l'apprenti sorcier à la maison. Si vous prenez quelque chose, il faut que les professionnels de santé qui vous suivent, le gynécologue, la diététicienne, etc., soient informés, parce qu'il peut y avoir des contre-indications avec les traitements, ou bien des fois, voilà, c'est ce que tu décrivais. Faut pas, comment dire, on est patiente, on cherche des solutions, mais s'adapter, en fait, c'est ça. oui, et puis voilà, c'est toujours la vie médicale qui prévaut sur le reste. Et puis après, moi, je pense vraiment que maintenant, on est partenaire en 2025. C'est ça. Je trouve que maintenant, médecin-patient, il n'y a plus cette impression patriarcale du médecin qui domine son patient. Il faut vraiment être main dans la main, en partenariat, et discuter de toutes les solutions que les patientes ont. Et nous, on discute avec elles pour analyser le projet. Donc, voilà, il faut être dans un échange, mais les patientes doivent rester connectées et informées. Elles nous apprennent beaucoup tous les jours. Il faut rester humble. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tout à fait. Il faut vraiment rester humble parce que, certes, nous, on a des données scientifiques assez évocatrices, multicentriques et importantes, mais en fait, le ressenti des patients est extrêmement important pour nous. Et ça permet aussi d'avoir nous-mêmes une approche individualisée et niveau thérapeutique optimal. Et rappeler que les solutions naturelles ne remplacent pas le suivi médical aussi, ça c'est très important. Et petit type, j'en profite. Nous, ce qu'on dit souvent aux patientes, c'est que c'est vrai que en l'absence d'un désir de grossesse, on voit le ou la gynécologue en général, c'est 1 fois par an. C'est des rendez-vous assez courts et puis des fois c'est vrai qu'on oublie peut-être les questions qu'on aimerait poser et tout. Donc surtout les patientes, ce qu'on leur dit, c'est pour rester dans l'échange avec le professionnel de santé. Et même moi, tu vois, qui représente une asso de patiente, je sais que quand c'est moi qui suis chez le médecin, ça peut encore m'arriver de perdre mes moyens, d'être un peu stressée et tout, c'est normal. De préparer le rendez-vous. Venez avec vos questions. S'il y a des choses que vous avez observées au cours des derniers mois, surtout, préparez vos questions, préparez vos observations, que ce soit de votre cycle, parce que dire... j'ai pas eu mes règles pendant 4 mois. Oui, mais j'ai pas eu mes règles pendant 4 mois. De quand à quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un changement d'environnement, etc. Ça, surtout, pour aider le professionnel de santé, aider le médecin à vous prendre en charge, c'est très important. Et puis surtout, posez vos questions. Nous, des fois, les patientes me disent, mon médecin ne m'a pas demandé si... Oui, mais c'est aussi à nous, en fait, effectivement, de poser la question et d'exprimer ce qui nous gêne. Ok, ça répond un petit peu à la petite question finale. En fait, on allait te demander donc si vous aviez un conseil clé à donner à une femme qui vient d'apprendre qu'elle a un SOPK, que serait-il? Alors, tu peux peut-être en rajouter un parce que là, c'était pas spécifique au diagnostic, mais voilà, vous avez une jeune fille devant vous, on lui annonce qu'elle a un SOPK, vous lui conseillez quoi? Alors moi, je leur dirais tout de suite pas Venez de panique. Non, je leur dirais vraiment pas de panique. Déjà, il faut vraiment s'assurer du diagnostic avant de parler de quoi que ce soit. Avoir un diagnostic de SOPK à 17 ans ou à 34 ans, c'est pas du tout la même chose. Il faut savoir qu'il y a des SOPK qui passent complètement inaperçus. Les patientes s'en rendent compte parfois à 40 ans dans un bilan complètement annexe. Donc, avoir un SOPK, ce n'est ni synonyme d'hyperandrogénie, ni d'insulinorésistance, ni de troubles de la fertilité. On peut avoir les 3 symptômes clés au vert. Donc, pas de panique, il faut se documenter, il faut aller voir un professionnel de santé, faire le point. En effet, il y a des risques qui sont prouvés, le diabète de type 2, le cancer de l'endomètre. Donc, il faut quand même rester proche des professionnels de santé sans pour autant surmédicaliser ce diagnostic et avoir une approche très alarmiste de ce diagnostic. Mais ne restez pas isolés. Oui, c'est ça, la parlez-en aux médecins. Et puis surtout, on sait que le SOPK, c'est une pathologie où il y a davantage de décrochage médical. Donc surtout, c'est important de continuer à consulter les professionnels de santé, que ce soit le gynéco, l'endocrino, la diététicienne, etc., de continuer à consulter. Pas avoir
pas hésiter à se faire accompagner justement dans notre parcours de soins en fonction des symptômes à adresser, même si dans la gestion c'est un petit peu lourd. Et pas un conseil, peut-être... forcément, moi je pense au moment de mon propre diagnostic, j'aurais aimé savoir que j'étais pas seule. Donc déjà lui dire ça, qu'elle est pas seule, qu'en fait on est très très nombreuses. C'est important de le savoir ça. On n'est pas seul face à notre diagnostic, que les professionnels de santé sont de plus en plus formés et de mieux en mieux formés pour nous accompagner tout au long de notre vie. Je pense qu'il faut... C'est dur, mais il va falloir un moment accepter ce diagnostic parce que voilà, on peut pas je pense que justement en l'acceptant, on cherche plus à le combattre avec autant de vigueur, on s'accepte comme on est. Voilà, c'est un diagnostic de pathologie chronique, mais ça fait aussi partie de nous. Je pense que ça peut aussi dans la vie nous apporter une certaine force, et c'est pas facile tous les jours, mais voilà, là c'est pas la fin en soi, un diagnostic, c'est le début d'une vie après le diagnostic où elle va pouvoir faire ce qu'elle veut. Si c'est avoir un enfant, elle pourra avoir un enfant. Si c'est qu'importe, si c'est courir un marathon, elle pourra courir un marathon, même avec le SOPK. Et c'est important de garder ça en tête. Et franchement, si je devais parler à la mouette de 17 ans, c'est ce que je lui dirais, c'est que elle va pouvoir faire tout ce qu'elle espérait. Ça prendra peut-être un petit peu d'adaptation, un peu de temps, mais que elle va y arriver, et que c'est le début d'une vie avec le diagnostic, mais ce sera une jolie vie quand même. Ça marche. Et si je peux juste me permettre de parler à Emeline il y a 17 ans, c'est que justement le SOPK, c'est une des rares maladies chroniques qui évolue bien. En fait, plus on vieillit, plus elle s'atténue. Parce que en fait, plus on vieillit, moins notre capital folliculaire est élevé. Et en fait, cette maladie a tendance justement à aller vers l'amélioration. Donc j'ai vraiment un message d'espoir pour les patientes. Et ne soyez pas isolées, mais restez positives. À 40 ans, ça sera peut-être juste un lointain souvenir. Ça s'est avéré plutôt vrai. Ça, les symptômes se sont améliorés avec le temps. Ça s'est avéré plutôt vrai dans mon cas. Merci beaucoup, Emeline. Merci beaucoup, Maha. Je pense que l'épisode était très intéressant. On a raconté beaucoup de choses. Je pense que ça va rassurer aussi, ça va informer, ça va rassurer, ça va encourager les femmes qui sont atteintes de SOPK. Donc, merci beaucoup. Ouais, on est très contente de vous avoir reçu. En plus, Emeline, on sait que toi, t'es pas de Paris, donc t'as fait le déplacement, tout ça, franchement, incroyable. On te remercie beaucoup. Puis, en tout cas, on espère que ça aura aidé.